Une des chevilles ouvrières aussi de ce colloque, c'est le président exécutif du CLR, c'est Jean-Pierre Sacoun. Il m'a aussi beaucoup aidé dans l'organisation de cette manifestation, et donc je lui cède bien volontiers la parole pour tirer les grandes lignes et conclure ce colloque. Et Jean-Pierre. Bonsoir, je te remercie Patrick. Avant de passer à la conclusion, je voudrais vous dire quelques mots. Rappeler, comme l'a fait Patrick ce matin et à midi, toujours Charlie le 6 janvier, toujours Charlie de la mémoire au combat. Votre présence est nécessaire, c'est un acte militant. Les quelques dizaines d'euros que nous vous demandons sont destinés à payer l'ensemble des charges liées à cette journée. Mais vous aurez un après-midi, un long après-midi de débat et de table ronde avec tous les laïcs, toutes les paroles que nous voulons entendre à ce sujet, dont d'ailleurs tous les présents à cette tribune, vous aurez, et dans la salle d'ailleurs, suivi d'un buffet pour ceux qui voudront prendre cette partie-là, et d'un spectacle, en particulier la lecture du texte de Charb, du texte posthume de Charb sur la lettre ouverte, oui, de Charb, mais pas seulement, des humoristes, des groupes, des chanteurs. Venez nombreux le 6 janvier aux Folies Bergères. Le comité Laïcité et République organisera au premier semestre de l'année 2018 2 colloques. À première vue, le premier des deux portera sur laïcité et sport, pour répondre à Annie, parce qu'effectivement, comme elle l'a dit, dans le cadre des Jeux Olympiques à venir et de tout ce qui se passe en matière d'imposition de vêtements pudiques aux femmes dans le sport, il y a un énorme travail à faire. Le deuxième portera, comme souvent au CLR, mais comme dit Woody Allen, c'est quand même important, sur l'école. Troisième élément, sur le colloque qui se termine, eh bien, c'est la première fois que nous diffusons un colloque sur Facebook Live. Il y a eu 750 personnes qui sont venues visionner en cours de journée, ce qui représente pratiquement 40 heures de visionnage. Et un message de Guy Konopnicki qui nous dit que des amis, je salue le sérieux avec lequel Brice prend des notes. Mais si c'est en direct, vous n'êtes pas avec le peuple devant la Madeleine. Je voudrais maintenant passer à ma conclusion qui sera brève parce que lorsque je suis arrivé ce matin, j'avais 9 idées sur ce que j'allais dire et je me disais que j'avais 1 heure pour les dire. Après les 9 orateurs, je n'ai plus une seule idée qui n'ait pas déjà été dite d'une manière beaucoup plus brillante que ce que j'aurais pu vous dire, et il me reste 10 minutes. Donc, vous n'allez pas souffrir longtemps. Je suis chargé de jeter la sciure. On va y passer. Je voudrais vous parler de quelque chose qui est important, c'est une vision positive de notre action. C'est le fait que nous sommes certes dans une situation de défense, mais nous avons des espoirs, non seulement en France, mais des espoirs universels pour ce qui concerne la laïcité. Et pour cela, je voudrais revenir un peu à notre histoire de France, et parler non pas de roman national, parce que c'est l'expression qu'utilisent nos adversaires pour détruire l'idée de cette histoire commune, mais de récit national. Le roman est une invention de l'imagination. Le récit, c'est ce qu'est l'histoire. C'est une parole. Et donc, je vous appelle tous à ne plus jamais utiliser l'expression roman national et à vous défendre quand on l'utilise en face de vous. C'est le récit national dont nous pouvons parler. Et ce récit national de la République, il commence il y a bien longtemps. Il commence en 1214. Rassurez-vous, ça va aller vite. Le 27 juillet 1214 à Bouvines. Le 27 juillet 1214 à Bouvines, Philippe Auguste s'adresse à ses barons et s'adresse aux bourgeois parce qu'il a besoin d'eux pour gagner cette bataille, et il les fait voter en tant que personne pour leur demander s'ils veulent. Et ils veulent. Et en face de lui, symboliquement, il y a un empereur, Othon IV, du Saint-Empire, qui réunit avec lui une armée disparate venant d'à peu près toutes les terres d'Europe. Et ce jour-là, ce qui se passe, c'est que naît en face de l'Empire, la République, c'est-à-dire cette idée qu'on va s'adresser à des individus
à des personnes, et pendant 5 siècles, jusqu'à la Révolution française, la noblesse française essaiera de se battre contre ce mouvement incroyable qui s'est mis en route ce jour-là pour conserver ses privilèges de suzerain pendant 5 siècles. En face, on a l'Empire. L'Empire, c'est la coexistence sur un territoire donné d'ethnies, de tribus, de peuples, payant un impôt collectif, pas un impôt individuel, et reconnaissant la puissance du suzerain en lui payant l'impôt. C'est-à-dire que d'un côté, on a des individus, de l'autre côté, on a des groupes. Et dans le fond, ce qui est extraordinaire, c'est que ces individus naissent dans une aventure collective, qui est celle de Bouvines, alors qu'en face, on peut prendre un exemple extraordinaire, c'est l'aventure personnelle de ceux qui vivent dans les terres d'Empire. Et je vais me référer à un livre, et ça n'est pas complètement innocent, qui est un livre d'Edgar Morin, où il parle de son père, qui s'appelle Vidal et les siens. Vidal est un juif ottoman, salonicien, de terre d'Empire, qui arrive en France en 1915 et qui ne comprend rien, mais rien, à ce qui est en train de se passer, parce que c'est une histoire nationale. Et il ne comprend pas pourquoi les hommes acceptent de se battre individuellement en tant que citoyens et pas collectivement en tant que membres d'une communauté. Et je crois d'ailleurs, à propos d'Edgar Morin, même si c'est secondaire dans ce que j'ai à vous dire, qu'on ne peut pas vraiment comprendre pourquoi il a les positions qui sont les siennes aujourd'hui si on ne prend pas en compte cette histoire-là, cette histoire d'empire qui n'est pas une histoire de république. Et donc, la République, c'est ce qui naît en France. C'est la première chose. Il y a 8 siècles que la République existe. Et la République comme opposition à l'Empire. Et évidemment, de la République naît l'idée de nation, qui est le deuxième pas. Et la nation, on en parle bien entendu sous la royauté. Là, et comme le disait tout à l'heure Brice, la nation ou l'idée de République sont bien antérieures à la Révolution. Et évidemment, ce qui fait la différence, ce qui fait la flexion, c'est ce moment où la nation n'est plus, comme le disait un des intervenants il y a quelques secondes, représentée par la souveraineté d'un seul, mais représentée par la souveraineté de tous, parce que le un seul, on lui a coupé la tête. Et donc, on est passé de la République à la nation, à la souveraineté. Et parce que nous sommes tous souverains, nous sommes passés à l'idée d'universalisme. Parce qu'il faut bien que nous soyons tous ensemble considérés comme égaux si nous voulons pouvoir exercer ensemble la souveraineté. Et donc cette souveraineté, elle est universelle parce que chacun d'entre nous en porte une parcelle et parce que chacun d'entre nous, dans sa singularité, est prêt à devenir lui-même universel. Et donc c'est cette chaîne République, Nation, Souveraineté, Universalisme qui mène à l'idée de laïcité. Mais ce que je voudrais dire, c'est que la laïcité, en fait, elle a 2 versants. Un versant philosophique et culturel, pour reprendre les paroles d'un sociologue connu, Bourdieu, on peut parler d'un habitus laïque des Français, c'est-à-dire véritablement quelque chose qui nous pétrit. Mais elle a aussi un versant légal et constitutionnel. Et c'est vrai que notre difficulté, lorsque nous sommes en face d'étrangers à leur expliquer la laïcité, vient du fait que nous avons tendance à mettre dans un seul paquet République et laïcité. C'est-à-dire que notre propre histoire, et nous en sommes les enfants, et il n'y a pas de raison que nous la renions, est une histoire qui nous fait passer de la République à la laïcité. Il n'en reste pas moins que le second versant, c'est-à-dire le versant légal et constitutionnel de la laïcité, a une vocation universelle. Il a une vocation de libération et d'émancipation. Si la nation républicaine et souveraine est notre patrimoine français, en revanche, la liberté absolue de conscience, l'égalité absolue entre les êtres humains, l'égalité de tous devant la loi sont le patrimoine de l'humanité, même si c'est nous, Français, nos ancêtres, qui l'ont proposé. Et d'ailleurs, que je puisse dire que ce sont mes ancêtres démontre bien que nous sommes dans l'universalisme et dans la laïcité. Et nous avons, d'une certaine manière, au moins sur les principes, gagné.
N'oublions pas que la Déclaration universelle des droits de l'homme de l'ONU est directement issue de notre Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et je fais bien attention à le prononcer entièrement, parce que d'un côté, elle s'appelle droits de l'homme, de l'autre côté, elle s'appelle droits de l'homme et citoyen. C'est peut-être ce qui nous permet à nous de différencier entre république et laïcité, et de nous dire dans notre fort intérieur ou entre nous, discrètement, que même si elle ne s'appelle que Déclaration des droits de l'homme, elle fait des citoyens. La laïcité, c'est donc le combat non seulement national, mais le combat international du CLR. Et si le CLR défend la République ici et maintenant, c'est que la République est le foyer dans lequel a levé le levain de la laïcité, mais que la laïcité est un principe universel et d'émancipation. Défendons-le chez nous, défendons-le aussi hors de France. J'espère que vous aurez matière à réflexion. Vous avez fait le plein d'énergie pour, comme disait Laurent Bouvet, il ne reste qu'une chose à faire, nous battre. Merci, à bientôt et n'oubliez pas de rendre les badges à la sortie. Voilà.